Bonjour à tous. Alors du coup, je vais vous présenter deux outils qu'on utilise au CertConix de manière assez globale, même au-delà de la réponse à incident en général. Alors, qui je suis pour commencer? Donc, je suis Robin Marsollier, je suis le responsable du CertConix. Donc ça, c'est actuellement. Dans le passé, je suis aussi la personne qui a posé les premières pierres pour fonder l'équipe de sécurité de la distribution Arch Linux il y a quelques années maintenant. Donc voilà, vous avez mes contacts ici si vous souhaitez me contacter. Je tiens à préciser d'ailleurs que ce que je vais présenter, c'est principalement le fruit du travail de mon équipe au-delà de mon travail à moi. Donc c'est surtout mon équipe qui a effectué ce travail-là. Ils ne peuvent pas être là aujourd'hui pour diverses raisons, donc je tiens à le préciser. Les deux outils en question, Machoc et BTG. Donc Machoc, le premier, c'est un outil qui permet de générer des fuzzy hash via le graphe de contrôle de flow d'un malware. Donc je vais revenir après sur tous ces termes barbares. Et BTG ensuite, qui est un outil qui permet de faire de la recherche en source ouverte sur des observables, notamment dans le cas d'investigation ou de réponse à incident. Je vais commencer par Machoc du coup. Alors, quelques définitions. Fuzzy hash, c'est un type de hash qui permet de, contrairement aux hash cryptographiques type MD5 ou ce genre de hash, de conserver la similarité entre différentes inputs. Par exemple, entre le fuzzy hash d'une chaîne de caractères entre OSIR et OSIA, par exemple, le fuzzy hash va se ressembler parce que les deux chaînes de caractères en entrée se ressemblent. Alors qu'un MD5 de OSIR et OSIA serait totalement différent. Donc ça, c'est le premier point. Donc on cherche à effectuer ce genre de fuzzy hash sur des malwares pour les analyser, pour les classifier, pour évaluer si deux malwares se ressemblent et sont potentiellement de la même famille. Ensuite, le flow graph, le graphe de contrôle de flow en français. Donc c'est grosso modo la façon dont on peut décomposer un algorithme sous forme d'arbre pour l'expliquer. Donc on le décompose sous forme d'arbre où on dit que tel bloc appelle tel bloc, que tel bloc, suivant la condition vrai ou faux, appelle tel autre bloc, et ainsi de suite. Donc c'est une façon élégante de représenter certaines informations dans certains cas. Et le dernier point que je veux aborder, c'est la clusterisation. Donc c'est notamment dans les théories des ensembles, il me semble, je ne suis pas exactement sûr de ça. C'est le fait d'essayer de faire des clusters de données qui se ressemblent, d'évaluer la distance entre deux données, de réussir à les rassembler entre elles pour dire que c'est une famille. Donc en assemblant, le but c'est d'assembler tous ces paradigmes-là pour créer un algorithme qui permette de classifier des malwares, de dire ces deux malwares-là se ressemblent, et de le faire en utilisant le graphe de contrôle de flow du malware. Donc apparemment c'est utilisé par certains antivirus, ce genre d'approche. Donc on n'a pas de preuves, enfin on ne s'est pas vraiment penché sur le sujet. À l'époque où on a réalisé Machoc, il n'y avait pas d'implémentation publique par des antivirus, il y avait peu d'implémentation publique. On savait que dans le monde académique, certaines implémentations avaient été effectuées, mais sans implémentation publique pour autant qu'on sache à l'heure où on l'a fait. On savait également que c'était utilisé par certaines agences, notamment l'ANSSI, qui eux ont publié leur algorithme. Je vais y revenir après. Donc à l'époque où on l'a fait, la seule implémentation publique qu'on a vue, c'était celle de l'ANSSI. Donc depuis quelques mois maintenant, il y en a quelques autres qui ont été publiés. Donc, du coup, les objectifs. Principalement, c'est obtenir quelque chose de meilleur que les algorithmes de hash cryptographique. Donc c'est pas vraiment difficile vu qu'ils ne sont pas faits pour clusteriser. MD5, toute la famille des chats et compagnie n'est pas fait pour clusteriser des samples, ça sert uniquement pour les identifier. Vous connaissez peut-être SSDeep, qui est un autre algorithme, qui est un autre fuzzy hash qui permet de classifier des malwares, donc qui a été créé en 2009 par une personne de Facebook, si je me souviens bien. Donc le but, c'est aussi d'essayer d'obtenir quelque chose de plus moderne et de plus efficace que SSDeep. Le but également, c'est d'obtenir un tout petit outil, aussi petit que possible, et qui permette d'être déployé de façon très simple sur différents systèmes qui peuvent être sujets à des attaques ou qui peuvent être sujets à essayer de déterminer si des fichiers sont des malveillants ou pas.
Et surtout, un des principes qu'on s'est donné en tête, c'est de laisser d'autres outils faire le clustering. Donc tout ce qui est essayer de rapprocher le 2H pour déterminer s'ils sont liés entre eux, on laisse d'autres outils le faire. Donc typiquement, depuis quelques semaines, apparemment, le projet MISP, donc, qui est l'outil de partage d'IEC, s'intéresse notamment à Mashock pour faire du clustering entre deux H pour déterminer si deux H sont potentiellement de la même famille ou pas. Donc ça, on laisse d'autres outils le faire dans notre approche. Qu'est-ce que tu entends par meilleur que SSDeep, enfin mieux que SSDeep? SSDeep a un peu moins de 10 ans maintenant, c'est juste obtenir quelque chose de plus moderne et principalement. SSDeep passe à côté d'un certain nombre de choses parfois. Donc, D'accord. Et parce qu'en par exemple, en termes de calcul de distance entre deux H, choses comme ça, vous êtes plus, je sais pas, performant on laisse la distance, on laisse les autres outils le faire. Après SSDeep, je me souviens plus des détails, mais sur le calcul de distance, ils ont un algorithme un peu particulier dérivé de Levenshtein, je crois. Je me souviens plus exactement. Et le calcul de la distance, on laisse les autres outils le faire. Donc on se focalise principalement sur la génération d'un hash via le graphe de contrôle de flow, et on essaie d'avoir des données plus précises que ce que SSDeep fait dans ce cas-là. Alors du coup, l'implémentation sur laquelle on s'est basé s'appelle Mashock, écrit avec un C à la fin. Donc c'est l'algorithme qui a été publié par l'ANSI dans le cadre de leur projet Polychombre. Projet qui est publié sur GitHub. Donc c'est un fusillage basé sur le graphe de contrôle de flow. Leur projet Polychombre contient 2 implémentations de Mashock qui ne sont pas totalement compatibles entre elles, on va dire. Donc une qui est basée sur Ruby, sur Miasm avec Ruby, et une autre qui est basée sur IDA Python et qui est faite en Python. Donc les principales raisons pour lesquelles les deux ne sont pas vraiment intercompatibles sont le fait que Miasm et IDA Python, et IDA en l'occurrence, ne reconnaissent pas les fonctions exactement de la même façon, ce qui génère des incohérences. Donc je vais y revenir après. Pourquoi on n'a pas réutilisé directement ces outils-là? C'est parce que les deux sont perdus dans beaucoup de code, principalement en Ruby et Python, et un peu d'autres si je me souviens bien. Donc on a préféré recoder un autre outil qui se base à peu près sur le même algorithme pour faire ce genre de choses. Concernant les noms qu'on a donnés, donc vous avez peut-être reconnu Mashock, Polychombre, c'est des noms de Pokémon. Donc Mashock avec un C, c'est celui-là, donc nous on l'a nommé, on a nommé le nôtre en prenant l'évolution de ce Pokémon-là, en le nommant avec cette évolution, donc avec un KE à la fin, tout simplement. L'implémentation qu'on a réalisée, donc elle est réalisée avec Radar 2 et R2Pipe en Python, tout simplement. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Radar ou pas. Donc, Radar est un outil, un framework de reverse engineering qui permet de faire pas mal de choses, dont de l'analyse de samples. Donc c'est le cas qui nous intéresse, donc de décompiler, de désassembler pardon, des samples pour obtenir le code assembleur et ce genre de choses. Concernant l'algorithme en lui-même, donc assez simple, donc je vais revenir dessus vu qu'on peut l'expliquer de manière assez simple sans donner mal à la tête à tout le monde. Donc ça c'est le graphe de contrôle de flow d'une fonction, donc assez simple, d'une fonction d'un malware. Je me souviens plus du malware. En gros on a différents blocs, on voit que ce bloc-là appelle ce bloc-là quoi qu'il arrive, que ce bloc-là appelle dans le cas où c'est true, dans la condition où c'est true, il appelle ce bloc-là, sinon il appelle l'autre, et que le dernier bloc ici revient et il appelle ce bloc-là. Donc c'est un graphe de contrôle de flow très simple. Donc la première étape que l'algorithme qu'on a implémenté réalise, c'est de numéroter les blocs, donc premier bloc 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, et de noter où est-ce qu'il y a des calls dans les fonctions. Donc là on voit qu'il y a un call dans la fonction 3, dans le bloc 3. Ensuite, on traduit tout ça en texte. Donc on voit que le bloc 1 appelle le bloc 2, donc on le traduit sous forme 1, 2.2, point virgule, pour dire qu'ensuite on va s'intéresser à un autre bloc. Donc ensuite on traduit que le bloc 2, il appelle soit le bloc 3, soit le bloc 4. Le bloc 3, par la suite, soit il fait un call, soit il jump au bloc 2, et le bloc 4,
Il return, donc on lui met aucune sortie. Enfin, on lui met seulement 4 de points, et pour matérialiser la fin de la fonction, on met un point virgule. Ensuite, on réalise le murmurage de tout ça. Donc murmurage, c'est un hash qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer en sécurité. C'est un hash qui est non cryptographique également. Donc le but, c'est principalement utilisé pour faire des lookup tables, pour être capable d'avoir un hash rapide pour faire des lookup tables. Et ensuite, on répète ces étapes-là pour toutes les fonctions d'un sample et on concatène. Donc ça nous donne un hash pour le sample qui a une taille variable. Donc plus il y a de fonctions dans le hash, plus le hash est long. Plus il y a de fonctions dans le sample, pardon, plus le hash est long. Ce qui est un petit peu un problème sur des énormes programmes. Donc voilà principalement la façon dont l'algorithme fonctionne. Je reviens sur les commandes radar 2 qui sont utilisées, donc rapidement. On n'utilise que 4 commandes dans le shell de radar 2 pour faire l'équivalent. Donc AA qui permet d'analyser un sample, I, grand I, enfin petit I, grand I qui permet de déterminer, qui permet d'obtenir des informations sur notre fichier qu'on analyse et qui permet notamment pour nous de déterminer si le fichier qu'on analyse contient du code. Dans le cas où il ne contient pas de code, on exite juste le programme pour ne pas générer un hash inutile. Ensuite, on a la fonction AFLJ qui permet de lister les fonctions dans le sample. Donc le J à la fin, pour info, ça traduit la sortie de la commande en JSON, tout simplement. Et la dernière commande qu'on utilise, c'est AGJ, donc du coup en JSON. AG, ça permet d'afficher le graphe de contrôle de flow de la fonction courante, ou de la fonction dont on donne l'adresse en paramètre, plutôt. Donc on le fait en format JSON également pour le traitement en Python derrière. Résultat, on a passé le tout sur une petite collection de 21 000 et des poussières samples. Donc normal, on avait 21 000, enfin le même nombre de MD5 et de chats. Sur des SSDIP, on était à 10 000, donc SSDIP arrivait à clusteriser et à trouver des hashes similaires. Et nous, avec notre méthode, avec Mashok, on arrivait à 4600 et des poussières hash. Donc on est relativement capable de clusteriser des samples entre eux et de dire ce sample ressemble beaucoup à celui-là via le hash uniquement. Donc le hash ne résiste à certaines modifications très simples dans les binaires mieux que SSDIP. C'est ça la conclusion directe. Démonstration. Possible. Ouais, faut que je parle. Tu peux taper sur mon clavier en fait. Alors, du coup, je vais vous afficher l'aide pour commencer. Alors, du coup, le Mashok s'appelle en prenant Python Mashok, tout simplement. Donc je vais le lancer sur un sample que j'ai pré-enregistré, on va dire, qui est un sample qu'on a trouvé lors d'une réponse à incident sur un ransomware. Donc c'est juste un ransomware, il n'y a rien de très excitant à propos. Donc là, le programme LanceRadar 2 fait l'analyse et on va voir très rapidement le hash du coup qui ressort. Donc un hash assez conséquent. C'est plus gros qu'SSDIP. C'est largement plus gros qu'SSDIP, c'est dû au fait que le nombre de fonctions dans ce sample-là est assez important. La taille du condensat est fixe ou elle... Non, la taille du condensat du coup est variable. Donc là j'ai un autre sample sur lequel je le lance. Et donc on va voir que la taille du condensat change un tout petit peu. Enfin on va le voir pas forcément bien. Donc voilà. Donc ça se passe assez rapidement. Sur des énormes programmes type Google Chrome, ça sort des lignes très longues. Donc c'est pas forcément utilisable sur de très gros programmes, mais sur des petits samples, principalement du malware, ça marche assez bien. Tu peux modifier un octet de ton dernier binaire là et juste relancer le truc de... Ouais. Pour voir s'il y a... Un octet. Bah ouais, Tout ce pour que tu montrer veux. que ça donne le même hash. Ah non, il y a une toute petite différence. C'est ça l'objectif. Ah, je vois rien.
Je sais pas si je l'ai installé. Non. Si, ouais, c'est pas faux. C'est 746. Pourquoi tu modifies le premier là Pourquoi tu mets l'autre là Ouais, faut... Non mais tu remplaces par n'importe quoi, c'est juste pour avoir... Ouais, je sais. Je veux juste pas remplacer tout et n'importe quoi. Le début et la fin sont pareils. Ouais. Forcément, mais D'accord, donc c'est-à-dire qu'il y a un petit changement... après, le problème en modifiant comme ça au hasard dans le fichier, c'est que si ça se trouve, je suis tombé sur un endroit qui va modifier la façon dont mon radar va identifier les fonctions, donc ça peut changer assez radicalement. Donc c'est... Pour la priori, c'est pas le cas. Non, bah ça a pu changer un truc au milieu, je sais pas trop. Ok. Donc c'est Déjà, on voit que les lignes qu'on voit, elles sont quasiment toutes pareilles. Ouais. Il y a Là, il y a un tas de fonctions qui contiennent un seul bloc, donc elles se ressemblent toutes. Il y a un motif qui se répète assez régulièrement, qui est le fait que c'est une fonction qui contient juste un bloc, tout simplement, qu'on retrouve assez régulièrement, et après, pour la suite, ça dépend des cas. Donc pour la suite, donc deuxième outil, BTG, qui est un outil qu'on utilise, qu'on a développé également au CertConix, donc qui est un outil de recherche en source ouverte. Donc en gros, on s'est basé sur un des problèmes auxquels on fait face au CertConix et au SOC de Conix. Donc en gros, c'est lorsqu'un analyste fait une investigation, donc il est dans son ELK, dans son Splunk, il trouve un caillou, il soulève le caillou, il voit une adresse IP ou un nom de domaine. Et là, si il est en posture où il peut faire des recherches en source ouverte, il a énormément de possibilités pour faire ses recherches. Aller sur VirusTotal et faire une recherche, aller sur MalwareShare ou d'autres. S'il a des bases de données internes, il peut aller sur MISP, sur QCO, sur Viper, sur ce genre de choses. Il peut aussi aller sur PassifTotal, sur OTX, sur des malware trackers divers et variés. En gros, il y a énormément de sources d'informations. C'est très difficile de faire en sorte que deux analystes travaillent de la même façon si on ne les aide pas à travailler de la même façon directement. Donc le but de BTG, c'est de faire un outil qui va aider l'analyste, qui va le soulager d'aller sur tous ces sites-là différents pour lui dire sur ce site-là, il y a une info qui t'intéresse, il y a une info où il y a de l'intel qui t'intéresse sur ce nom de domaine ou cette IP, ou cet observable en particulier. Donc le but, c'est vraiment d'aider l'analyste, de rendre cette étape-là, de faire en sorte notre but, c'est de faire en sorte que l'analyste ait une raison d'utiliser l'outil parce que ça le soulage, ça l'empêche d'aller sur des sites différents et ça lui permet de qualifier plus rapidement un observable. Les principes qu'on s'est fixés, c'est un principe d'ergonomie, donc le moins d'output possible par l'outil, faire en sorte que l'analyste n'ait que quelques lignes à regarder pour un observable et que ça lui suffise pour savoir dans quelle direction chercher par la suite, sur quel site aller ou ce genre de choses, et donner les bonnes informations directement. L'invocation de l'outil, donc c'est un outil en ligne de commande à nouveau, donc c'est tout simplement Python 3, BTG, l'observable à qualifier. Donc les observables, ça peut être des adresses IP, IPv4, IPv6, des URL, des noms de domaine, des hashes, les hashes les plus courants, donc à l'heure actuelle. S'il y a plusieurs observables, on peut aussi tous les passer d'un coup. Et s'il y a énormément d'observables, on peut tout mettre dans un fichier et passer le nom du fichier à BTG, il s'en débrouille. Il qualifie tout. Donc c'est pas forcément une des meilleures façons d'invoquer BTG, dans le sens où ça va produire énormément d'output et si un analyste veut qualifier 200 observables d'un coup, c'est probablement qu'il a mal trié pour commencer. Le format de sortie, donc principalement le nom de la source ouverte, le statut, l'observable en particulier, ce qui est très utile quand on en recherche plusieurs à la fois, et le lien vers la ressource. Donc ça donne uniquement ça dit à l'analyste, BTG dit à l'analyste, j'ai trouvé cette info sur ce site web, et ça lui permet d'aller sur ce site web directement en cliquant sur le lien.
Donc en exemple, donc, l'observable qu'on a qualifié ici, ml314.com, donc BTG dit qu'il l'a trouvé sur le site MalwareTech et il donne ensuite le lien pour que l'analyste puisse aller directement sur le site web en question, vérifier s'il y a des infos plus intéressantes sur cet observable-là. Donc BTG en lui-même, c'est fait en Python 3. On a actuellement 25 modules pour 25 services, principalement OSINT. On a aussi d'autres services qui ne sont pas de l'OSINT, qui sont plus destinés à des bases de données internes. Donc on a Viper, MISP et QCO, je crois. On l'utilise activement et on le maintient donc au CertConix. Et les observables pris en charge, donc j'en ai parlé tout à l'heure, URL, MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, IPv4, IPv6 et domaine. Donc on se pose la question d'ajouter les adresses email prochainement. Le seul problème, c'est qu'il y a très peu de services OSINT qui permettent rapidement qui disent une adresse email est malveillante ou non. Il y en a beaucoup moins que des noms de domaine ou des IP. Démonstration, de la même façon. Je veux bien. Alors, je vais commencer par vous montrer l'aide à nouveau. Donc, de façon très simple, il n'y a pas grand-chose dans l'aide à part un switch debug et un switch offline. Et un switch silent qui sert uniquement à désactiver le MOTD, donc, qui est le petit logo BTG qui s'affiche parfois au démarrage. Le mode offline est principalement un mode qui est fait pour permettre aux analystes de rechercher uniquement sur les bases internes. Donc les bases internes sont considérées comme étant des bases type MISP, type QCO, type Viper. Donc en passant le switch offline, on permet à BTG de ne pas faire de recherche directement source ouverte, mais de se limiter uniquement aux bases qui sont considérées en interne. Tiens, je veux bien. Merci. Donc je vais le lancer directement sur quelques observables. Donc, par exemple, l'adresse IP 1.1.1.1, dont vous avez entendu parler récemment. Et je ne suis pas connecté à Internet, forcément. D'un câble Ethernet. Je suis pas sûr qu'il y a un Wi-Fi. Ouais. Je n'avais pas pensé à ça. Il y a un Wi-Fi qui s'appelle OSIR. ISAP OSIR. Qui s'appelle ISAP OSIR de mémoire. ISAP OSIR. Donc, Qui s'en souvient quelqu'un connaît le mot de passe du Wi-Fi? Il était affiché tout à l'heure. Ah, C'est l'adresse. Ok. merci. Ah oui. Non, je ne peux me connecter sur Android. Je suis en train de me battre avec Network Manager pour info. Je vais installer Windows.
Non, par contre, si c'est de l'Archinux, il est possible que la mise à jour ait pété. C'est pas de l'Archinux. Les mainteneurs font pas de test de non-régression. Pas de test tout court. Et sinon, il fonctionne. T'as pas ta démo offline avec le switch que tu disais. C'est offline, mais c'est sur des bases qui sont censées être en interne sur le réseau en fait. Ouais. Et sur les modules de BTG, tu peux choisir les sources que tu actives ou que tu actives pas, par offline et online. Alors, pour répondre aux questions, du coup, le mode, les sources sont choisies directement par BTG en fonction de l'indicateur qu'on lui donne. Donc si on lui donne un nom de domaine, il va choisir toutes les sources qui sont capables de rechercher un nom de domaine, tout simplement. Donc c'est pas l'analyste qui peut choisir, c'est plutôt celui qui a configuré l'outil qui va choisir ce qui est fait. Donc ça nous permet, nous, de faire en sorte que ce ne soit pas l'analyste qui détermine sur quel outil directement il va chercher. Par contre, ça va lui afficher toutes les données qui sont liées, enfin tous les sites sur lesquels cette info a été trouvée. Donc après, s'il a envie de privilégier VirusTotal comme source d'information sur une autre source, il peut le faire. Mais l'outil ne va pas le faire à sa place. Enfin, c'est pas lui qui va choisir de configurer l'outil comme ça. C'était quoi la première question? Bon, c'est un peu moins de choses. Ok. Donc là, je vous présente rapidement la sortie de l'outil. Donc grosso modo, l'observable, l'adresse IP 11111 a été trouvé par BTG sur OTX dans ce pulse-là dans le vocabulaire OTX. Donc ça permet directement à l'analyste d'aller voir ce pulse-là s'il a un compte sur OTX. Donc je vais faire le même test sur deux adresses, sur deux noms de domaine. C'est .org. De toute façon, j'ai fait le test avant de venir et ils ne sont pas considérés comme étant des IOC sur aucun des sites. Aucun des deux, donc il n'y a pas de. Donc dans ce cas-là, BTG ne rend pas de résultat, tout simplement. Alors, donc j'ai ces quelques noms de domaine qui sont des noms de domaine qu'on a trouvés en investigation, si je me souviens bien. Donc qui eux du coup sont trouvés principalement sur MalwareTech pour les trois en question. Donc, et sur OTX pour également celui que j'ai donné en exemple dans les slides. Là, sur ton adresse IP tout à l'heure, sur le 1111 que tu donnes en exemple, sur OTX, ça veut dire quoi? Que ça correspond au DNS de Cloudflare? Sur OTX, je ne sais pas exactement quelles sont les données. Ça fait un moment que j'ai utilisé OTX, surtout sur une adresse IP. Je pense que c'est juste info positive d'un pulse qui a été publié par quelqu'un de la communauté qui n'a pas vraiment trié les infos qu'il mettait et qui a juste mis 111 comme étant un IOC et du coup BTG va le trouver forcément. Tout simplement. Je pense que c'est ça. Après, ça peut être plus de choses. Il ne me semble pas, aux dernières connaissances que j'ai, qu'OTX donne des infos directement sur les adresses IP. Après, ça a pu changer. J'en ai fini pour ma démonstration. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Le code source est sur GitHub, j'allais y venir juste après. Le code source est sur GitHub. On est actuellement en train d'aller vers une version 2, de refondre pas mal de choses, y compris le multithreading, pour être plus efficace sur des gros batchs d'observables à qualifier. Donc on a un stagiaire qui est actuellement sur le chantier, donc le code source va bouger assez régulièrement dans l'avenir très proche. C'est quoi les licences? GPL V3 je crois. Ou V2, mais c'est GPL. Il y a d'autres certes que vous qui les utilisez aujourd'hui, ces outils-là? BTG, à ma connaissance, il n'y a que nous. On n'a pas fait une promotion non plus forcément hyper
hyper grosse. Il y a un outil qui est similaire de la Banque de France qui s'appelle Cortex, qui fait plus ou moins les mêmes choses. Les deux se recoupent à 70%, je dirais. Donc Cortex qui est un autre outil. Une des questions qu'on pourrait poser à la suite de ça, c'est pourquoi nous on continue à développer BTG, pourquoi eux continuent à développer Cortex. La réponse simple, on s'est un peu mis d'accord avec eux, c'est que deux produits différents dans un écosystème, c'est pas plus mal, tout simplement. Ouais. Ça aurait un sens peut-être si c'est pas fait Pardon, j'entends pas. Ça aurait un sens peut-être si c'est pas encore fait de l'interfacer avec le module du dessus qui est The Light. Nous, on partait plus dans la direction de l'interfacer avec le module du dessus qui serait un FIR, mais juste au sens de l'écosystème. Mais ça reste encore à définir. Donc les GitHub des deux outils sont ici. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Le premier ne bouge pas ou quasiment plus. Il est dans un état fini. Le second est amené à bouger assez régulièrement. Donc si vous avez des outils, des idées de sites web à ajouter ou ce genre de choses, on est preneur. C'est quoi la troisième évolution de Machoc? La troisième évolution de Machoc, le nom, je me souviens plus. De notre côté, ça pourrait être essayer de faire en sorte que les fonctions qui contiennent qu'un bloc aient moins de poids dans notre hache, mais seulement. D'autres questions? Donc ça, c'est les outils que vous utilisez vraiment au quotidien Ouais. dans votre réponse à incident. Dans les investigations en général, que ce soit la SOC ou réponse à incident. Ouais, merci à tous.